Tout est basé sur des suppositions, et comme disait Béchamp, on suppose toujours, et de supposition en supposition, on finit par conclure sans preuve. Deuxième exemple, c'est le moulinet de la rivière Tellico. Alors ça, c'est une rivière du Tennessee, et un jour, un pêcheur qui s'appelle Don Jones, en tombant, est tombé nez à nez, si vous voulez, avec un moulinet de pêche qui était incrusté dans la roche. Alors, évidemment, il est allé au département de géologie de l'université de Tennessee pour montrer son rocher avec le moulinet dedans. Alors, il avait d'abord pris une photo in situ, avant de détacher le morceau, puis il est allé... Alors là, on a tout de suite identifié la roche, là, aucune ambiguïté, c'est de la philite, 300 millions d'années. Maintenant, le brevet du moulinet de pêche aux États-Unis, c'est 1897. Donc, vous voyez tout de suite venir le problème. Et devant ce fait polémique, ce qui est intéressant, c'est la réaction du chef du département de géologie de l'université de Tennessee, qui avait entendu ce qui se passait, qui est sorti de son bureau et qui a dit « Je suis le patron de ce département et je dis que ceci n'existe pas, c'est une création de notre imagination. » Donc voilà la manière la plus directe et la plus simple de régler les faits polémiques. Mais le fait est là. Donc il faut quand même l'expliquer, et vous verrez qu'on peut très bien l'expliquer. Et le troisième fait polémique, peut-être d'une certaine façon encore plus polémique que les autres, c'est d'une manière générale la coexistence de l'homme et des dinosaures. Alors cette coexistence elle est attestée de façon, je dirais, quasi universelle. Alors simplement, c'est que dans la plupart des civilisations, on ne les appelle pas dinosaures, on les appelle dragons. Mais qu'est-ce qu'un dragon? C'est un gros animal qui fait peur, qui a un corps important, qui a un long cou, une petite tête, une grande queue, et qui a des écailles. Ce qui fait que les flèches ne permettent pas de le détruire. Alors, que ça soit dans la légende de Beowulf, les rois scandinaves, que ça soit à Tarascon, que ça soit chez les Chinois, enfin, on a toujours la même description des dragons. Et évidemment, ces dragons ressemblent étrangement à ce que nous appelons les dinosaures. Ce sont exactement le même type d'animaux. Et en particulier, la Bible, dans le livre de Job, décrit de façon très très technique un dinosaure. Et elle en fait le roi des animaux. C'est pas le lion dans la Bible, le roi des animaux, en fait c'est le Léviathan. C'est pas le Béhémoth, c'est le Léviathan, mais c'est-à-dire le plésiosaure. Mais le dinosaure, on ne peut pas l'attaquer avec des flèches. Sa queue balaye les cèdres du Liban, si vous voulez. Donc on a la description d'un animal hors norme, mais contemporain de l'homme. Et vous avez dans un temple au Cambodge, à Taprom, donc pas très loin d'Angkor, un stégosaure qui est gravé sur une porte du temple. Donc le stégosaure, c'est un dinosaure très très facile à reconnaître parce qu'il a des grandes plaques osseuses sur le dos. Donc il est facile à identifier. Alors le temple de Taprom date, semble-t-il, du XIIe siècle. Bon, c'est peut-être le Xe, c'est peut-être le XIVe, on ne va pas chipoter, mais ce qui est sûr, c'est que le stégosaure est censé avoir disparu, comme tous les dinosaures, il y a 60 millions d'années. Donc voilà le fait polémique. Et le fait polémique s'est renforcé depuis la dernière guerre, si vous voulez, avec la découverte à Acambaro, à 180 km de Mexico, de toute une civilisation précolombienne qui fabriquait des céramiques. Alors on en a trouvé, c'est une civilisation très productive, on a récupéré 35 000 figurines de céramique. Donc là, jusqu'à là, tout était très bien. Mais ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que parmi ces 35 000 figurines, il y en a 3 000 qui représentent des espèces précises de dinosaures. C'est-à-dire qu'on trouve le Tricératops, le Stégosaure, le Diplodocus, l'Iguanodon, et même le Brachiosaure. Or, le Brachiosaure n'avait pas été encore reconstitué à l'époque où on l'a découvert. Mais il est, si je pouvais projeter des images, vous verriez que la figurine d'Acambaro est vraiment facilement identifiable avec le Brachiosaure tel qu'il a été reconstitué par les spécialistes. Donc voilà ce que j'appelle les faits polémiques. C'est simplement des faits qui, si on les accepte, évidemment, font sauter absolument tout ce cadre chronologique qui est accepté aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il faut tout faire sauter, je dis qu'il faut justement aller voir la validité de ce cadre chronologique.
Alors, en ce qui concerne, on va procéder là en sens inverse, c'est-à-dire on avait terminé par l'astrophysique, on va commencer par l'astrophysique. Donc cette théorie de Hubble, selon laquelle il y a une proportion entre la distance des astres et leur vitesse d'éloignement, ce qui suppose d'ailleurs qu'il y ait une vitesse d'éloignement, alors là, il y a des contre-exemples flagrants. Alors, je vous en cite 3. On a par exemple un quasar qui est lié à une galaxie, c'est-à-dire qu'il y a un pont de matière entre les deux. Et il y a un astrophysicien américain, Alton Harp, qui justement a beaucoup étudié les quasars, c'est les quasars. C'est lui qui est l'auteur du dictionnaire des quasars, d'ailleurs. Mais il a dû se réfugier maintenant en Allemagne, au Max Planck Institute, parce que quand il a mis en avant évidemment les contradictions entre ce qu'il avait trouvé et la loi de Hubble, eh bien c'est Harp qui a sauté, c'est pas la loi de Hubble. Et puis vous avez une galaxie, alors ça c'est, enfin, elle a un très joli nom, mais enfin, je vous le donne quand même, NGC 1199. Donc cette galaxie a une particularité, alors elle est censée être à 125 millions d'années-lumière, par le décalage vers le rouge. Et le problème, c'est que devant cette galaxie, il y a une autre galaxie, une petite galaxie, mais qui est devant. Et elle est censée être à 619 millions d'années-lumière. Autrement dit, on a une petite galaxie qui est à 600 millions d'années-lumière, qui est néanmoins devant la grande galaxie qui est à 125 millions d'années-lumière. Donc on voit bien que ça ne tient pas debout. Donc ça, mais comme de toute façon, les astrophysiciens eux-mêmes reconnaissent que on peut changer leurs calculs comme on veut, puisqu'on peut les changer au point de se ramener à la chronologie de Escher, on pourrait même les changer au point de se ramener à 10 secondes. Et j'ai posé une fois la question à Trinh Xuan Tuan. C'est un astrophysicien franco-vietnamien